à tous. Dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, l'agriculture a deux solutions. La première, limiter les émissions de ces gaz. La seconde, moins connue, augmenter la capacité du sol à stocker du carbone. Dans cette vidéo, nous allons parler de la deuxième solution. Pour ça, nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Sylvain Pellerin. Bonjour Monsieur Pellerin. Bonjour. Monsieur Pellerin, vous êtes chercheur à l'Institut national de recherche agronomique et environnementale de Bordeaux et vous avez été également chercheur coordinateur d'une étude sortie en 2019 qui portait sur le stockage du carbone dans les sols agricoles français. Vous êtes donc une personne bien placée pour nous parler de ce sujet. J'aurais d'abord une première question qui serait comment fonctionne concrètement ce stockage de carbone? Quel phénomène entre en jeu pour permettre au sol de stocker du carbone? Le stock de carbone dans un sol, c'est le résultat d'un bilan entre du carbone qui rentre par les résidus de culture, les effluents d'élevage, et puis du carbone qui sort par minéralisation et qui repart dans l'atmosphère sous forme de CO2. Et alors ce qui est intéressant dans le cas des sols, c'est que ce carbone entrant, une partie va être stabilisée dans le sol du fait des interactions avec les particules minérales. Et c'est ce qui fait que ce carbone, il va pouvoir rester plusieurs mois, plusieurs années, voire plusieurs siècles dans le sol. Et tant qu'il est dans le sol, il ne pose pas de problème, il ne contribue pas au réchauffement climatique. Et alors comment va être utilisé ce carbone au bout d'un moment? Est-ce qu'il va être rejeté par le sol? Est-ce qu'il va être réutilisé par les plantes? Est-ce qu'il y a une capacité maximum que ce sol peut stocker? Alors, à terme, il finit toujours par retourner dans l'atmosphère, puisqu'il y a toujours minéralisation et retour sous forme de CO2. Mais s'il reste longtemps dans le sol, il va contribuer à améliorer les propriétés du sol, notamment sa capacité à retenir de l'eau, ce qui est bien en cas de sécheresse, ou bien sa stabilité structurale, c'est-à-dire la capacité du sol à résister à l'érosion. Quand vous parlez de minéralisation, on le rappelle, c'est bien évidemment le fait que toute matière organique va, par des processus chimiques et biologiques, redevenir minéraux pour être ensuite réutilisés par la plante. Voilà, c'est le grand cycle du carbone. Donc le carbone va ressortir du sol par minéralisation, rejoindre l'atmosphère sous forme de CO2, mais va être recapté par les plantes et par le mécanisme de la photosynthèse, va pouvoir être réintroduit dans le sol. On a un tableau qui va représenter les différents stocks de carbone par mode d'occupation. Qu'est-ce que cela va représenter concrètement? C'est-à-dire comment le mode d'occupation du sol va influencer cette capacité que le sol va avoir à stocker du carbone? Oui, alors effectivement, un des premiers grands déterminants des stocks de carbone, c'est le mode d'occupation du sol. Et ce qu'on observe, c'est que sous forêt ou sous prairie permanente, les stocks sont plutôt élevés, de l'ordre de 80 tonnes par hectare, dans l'horizon 0,30 cm. Sous grande culture, en général, c'est moins, de l'ordre de 50 tonnes par hectare dans les 30 premiers centimètres. Et c'est lié à l'importance des apports et des restitutions de carbone au sol qui sont plus importantes dans le cas des prairies et des forêts que dans le cas des systèmes de grande culture. Mais ce qui va nous intéresser réellement, ça va être le stockage additionnel. Pour le stockage additionnel, on a un graphique qui nous le montre ici. Et ce stockage, il va nous permettre, il va nous permettre quoi concrètement? C'est-à-dire qu'on a des stocks et l'objectif, c'est d'augmenter ces stocks pour toujours faire plus de stockage? Voilà, c'est ça. Alors ce qu'on voit sur le graphique, où en abscisse, on a le temps, puis en ordonnée, on a le stock de carbone. Bon, et on voit la courbe un petit peu descendante. Bon, c'est le cas de l'évolution du stock sous un système de culture où il n'y a pas beaucoup de restitution organique. On exporte les pailles, pas beaucoup d'apport de fumier. Donc on est dans une tendance descendante. La majorité des pratiques agricoles qui sont faites aujourd'hui. Dans le cas des grandes cultures, oui, on a pas mal de situations où effectivement on est dans cette tendance un peu descendante. Et puis ce qu'on voit sur le graphique, c'est un moment où on change de pratique. Donc, par exemple, on se met à généraliser les cultures intermédiaires, où on introduit dans la succession de cultures des prairies temporaires. Et là, le stock va se mettre à réaugmenter. Et donc, nous, ce qu'on calcule, ce qu'on appelle le stockage additionnel, c'est la différence entre le stock qu'il y aurait eu si on avait continué avec les pratiques actuelles et le stock qu'on va avoir avec les pratiques modifiées. C'est pour ça qu'on le qualifie de additionnel. En plus par rapport à ce qu'il y aurait eu avec les pratiques actuelles. Donc,
Quand on prend notre tableau avec les pratiques, on a la première pratique qui est l'extension de culture intermédiaire, qui consiste à mettre une culture avant la culture qui va servir à la vente, que ce soit des céréales, que ce soit des céréales dédiées à la vente, pardon, des céréales dédiées à l'alimentation du bétail ou autre type de culture. Mais que va apporter exactement cette culture? Parce qu'elle va permettre de stocker du carbone, mais quel avantage elle va avoir au-delà de ce stock de carbone qu'on verra après? Donc le principe d'une culture intermédiaire, c'est effectivement, comme vous le dites, entre deux cultures principales, s'il y a un espace temporel, c'est de ne pas laisser le sol nu, c'est d'implanter une culture qui va être détruite. Alors effectivement, au départ, ces cultures intermédiaires, on les appelait des CIPAN, cultures intermédiaires pièges à nitrates. C'était à l'époque où la grosse préoccupation, c'était le problème des nitrates et de la contamination des eaux et de la potabilité des eaux. Donc la culture intermédiaire, elle était là pour absorber les nitrates et empêcher qu'ils partent dans l'eau et qu'ils polluent les nappes. Mais maintenant, c'est plus vaste aujourd'hui. Maintenant, c'est plus vaste. Alors c'est pour ça que certains les appellent cultures intermédiaires multiservices, parce qu'elles rendent plusieurs services. Il y a toujours le piégeage des nitrates pour réduire la pollution des eaux, mais il y a maintenant en plus le stockage de carbone, parce que ces cultures intermédiaires, plutôt que d'avoir un sol nu, on a des plantes, elles font un peu de photosynthèse, et ensuite ça fait du carbone en plus qui rentre dans le sol, et tous les essais montrent que dans les systèmes de culture avec culture intermédiaire, à l'arrivée, les stocks de carbone sont plus élevés que dans les systèmes de culture sans culture intermédiaire. Et pour permettre un stockage, il est essentiel, même obligatoire, que cette culture intermédiaire soit ensuite détruite pour avoir une restitution au sol, c'est bien ça? Voilà, alors soit on restitue au sol la totalité, c'est-à-dire à la fois les racines et les parties aériennes. Alors il y a aussi des pratiques qui se développent qui consistent à récolter les parties aériennes, par exemple pour les mettre dans un méthaniseur. Alors à ce moment-là, il y a moins de retour de carbone au sol, donc moins de stockage, mais il y a toujours quand même les racines. On le voit, cette culture, elle va pouvoir permettre de stocker plus 126 pour une assiette maximale qui est la surface sur laquelle on peut implanter cette pratique, qui est de 16 millions d'hectares sur le territoire français, oui. France Métropole. Oui. On va compter là-dessus. C'est ça. Donc quand on compare cette valeur qui est correcte, on peut la comparer par exemple avec la deuxième pratique qui est le semi-direct, qui lui va permettre un stockage de 60 kg de carbone par hectare et par an, oui. Pour une assiette qui, elle, n'est pas vraiment très différente, qui est de 11,29 millions d'hectares. Un petit peu en dessous quand même. Un petit peu en dessous. Oui. Et donc quand on compare ces deux, quelle est la pratique qui va être, par exemple, on peut dire prioritaire à mettre en place? Une extension de culture intermédiaire ou bien un semi-direct? Oui, alors ce que montre bien le tableau et ce que vous avez évoqué, c'est que ce qui va faire l'intérêt d'une pratique stockante, c'est d'une part ce qu'on a appelé le stockage unitaire, c'est-à-dire combien on stocke de carbone en plus par hectare, d'une part, et puis d'autre part, la surface sur laquelle on peut mettre en œuvre cette pratique. Voilà. Et ce qui va compter du point de vue climatique, c'est le produit des deux, stockage unitaire fois la surface. Et effectivement, on a des pratiques qui stockent beaucoup par unité de surface, mais dont l'assiette est assez faible. C'est le cas, par exemple, de remplacer la fauche par de la pâture. C'est très intéressant du point de vue du stockage par unité de surface, mais c'est des choses qu'on ne peut pas faire sur des grandes surfaces parce que on a quand même besoin de faucher les pâtures pour faire des réserves hivernales, etc. On ne peut pas faire que du pâturage. Par exemple, avec cet exemple que vous avez pris, on le redit, plus 265 kg de carbone pour seulement 0,09 millions d'hectares. Voilà. Donc effectivement, il y a un rapport de force qui n'est pas très équitable. Quand on compare aux cultures intermédiaires, plus 126 kg par hectare, donc c'est moins que le stockage additionnel du remplacement fauche-pâture, mais par contre, culture intermédiaire, ça concerne 16 millions d'hectares. Et donc, effectivement, ce qui sort de tous ces calculs, c'est que les cultures intermédiaires, c'est intéressant parce que les surfaces sur lesquelles on peut mettre en œuvre cette pratique sont très importantes. Et encore une fois,
du point de vue de l'effet sur le climat, c'est ça qui va compter. Mais nous, on va s'arrêter surtout sur l'implantation de haies que je voulais voir Mhm. et l'agroforesterie interparcellaire. Donc, premièrement, l'implantation de haies, on le voit, il y a 17 kg de carbone stocké par hectare et par an. Donc, c'est très peu. La surface qu'elle a n'est pas énorme non plus. Comment on pourrait défendre, entre guillemets, le fait de mettre en place cette pratique alors qu'elle ne stocke pas énormément? Oui, alors c'est une limite du tableau qu'on voit, c'est qu'il ne regarde que le stockage additionnel de carbone dans le sol. Bon, pour pouvoir comparer toutes les pratiques sur ce critère-là. Mais une haie, ça ne fait pas que stocker du carbone en plus dans le sol. Ça stocke aussi du carbone dans la biomasse, sous forme ligneuse. Donc ça, c'est du carbone intéressant parce qu'il va rester un certain temps. C'est aussi du carbone qu'on peut valoriser sous forme d'énergie si on utilise le bois. Et donc à ce moment-là, on a un effet de substitution. Et puis, les haies, ça a d'autres intérêts que le stockage de carbone. C'est un habitat pour la biodiversité, ça contribue à la lutte contre l'érosion. Et donc, si on veut faire l'évaluation complète de l'intérêt des haies, il faut tenir compte de tous ces autres services qu'elles rendent, pas seulement le carbone. Donc, effectivement, quand on regarde le tableau, bon, les haies, elles ne sortent pas comme une mesure si intéressante que ça du point de vue du stockage de carbone, mais elles ont beaucoup d'autres intérêts environnementaux. Donc oui, on a intérêt à planter des haies. Donc ensuite, la pratique qui peut ressembler un peu à l'implantation de haies, ça va être l'agroforesterie interparcellaire. Donc cette pratique, moi je l'ai vue en BTS et en bac. On nous a montré des exploitations qui s'en servaient, etc. Et notamment en agriculture, on s'est rendu compte, et c'est ce que nos profs d'agronomie nous expliquaient, que c'était très compliqué d'avoir des rendements corrects et du coup, par la suite, d'être rentable par rapport à cette agroforesterie. C'est-à-dire que le fait d'avoir des arbres qui vont empêcher la lumière, qui vont faire de la concurrence au niveau des minéraux, qui vont également supprimer de la surface, ça va poser un gros problème. Mais il y a un truc qui est indéniable, c'est que ça stocke quand même énormément de carbone. C'est-à-dire qu'on pourrait éventuellement sacrifier une partie de nos rendements pour permettre de stocker 207 kg de carbone par hectare et par an, ce qui n'est pas rien, sur une surface de 5,3 millions d'hectares. Donc on n'est pas aux 16,3 millions d'hectares des extensions de culture, mais ça reste 5,3 millions d'hectares, ce n'est pas rien. Donc pour vous, est-ce que c'est un résultat satisfaisant, ces 207 kg de carbone? Est-ce que ça suffit pour encourager les exploitations à passer en agroforesterie interparcellaire? Bon, oui, non, mais tout ce que vous avez dit est vrai, hein, c'est-à-dire mettre des arbres dans une parcelle, bon, forcément, déjà, il y a une certaine emprise au sol, donc il y a une perte de surface dédiée à la culture principale. Donc, du coup, il y a une perte de production. Et puis, il y a aussi une perte de production liée à la compétition pour la lumière, pour l'eau, les éléments minéraux, alors qui va devenir importante quand les arbres vont être grands, qui n'est pas très importante quand les arbres sont petits. Donc oui, c'est une mesure qui a un coût, mais qui est intéressante du point de vue du stockage du carbone et aussi du point de vue habitat pour la biodiversité, esthétique des paysages, etc. Donc c'est pour ça qu'on l'a considéré. Alors on a pris la précaution de limiter l'assiette, c'est-à-dire la surface sur laquelle on fait les calculs. Par exemple, on a exclu l'agroforesterie sur les sols peu profonds, parce que la compétition pour l'eau avec la culture va être très importante dans ces cas-là. Donc on a fait des calculs en supposant qu'on développait l'agroforesterie là où elle a le moins d'effets négatifs sur la culture. Parce que là, on voit dans les détails que l'agroforesterie interparcellaire donc, serait une bande enherbée de 3 mètres de large, oui. 24 mètres entre les différents rangs. Donc, oui. Dans ces 24 mètres, on mettrait la culture, blé, voilà. Maïs, etc. Mais par contre, que ça diminuerait les rendements de 12,5% environ. Oui, oui. Et est-ce que
ça pose un réel problème quand vous en discutez avec des éleveurs qui veulent le mettre en place, etc. Oui, oui. Ben, très clairement, hein, les calculs économiques qu'on a faits montrent que passer en agroforesterie, ça représente un manque à gagner pour l'agriculteur. Et qui ne vont pas sans une augmentation du temps de travail aussi, je suppose. Voilà. Donc tout ça fait que, et les calculs le montrent, que l'agroforesterie, elle permet de stocker du carbone, mais c'est du carbone qui coûte relativement cher. Clairement, pour une mesure comme celle-là, compte tenu de tout l'intérêt qu'il peut y avoir pour la société à développer ce type de système agricole, c'est légitime qu'il y ait des aides publiques pour développer ces systèmes-là et compenser le manque à gagner des agriculteurs. Alors, dans les pratiques, il nous en reste une qu'on va aborder, qui est l'insertion et l'allongement des prairies temporaires, qui, elle, a un pouvoir stockant additionnel de 127 kg de carbone par hectare et par an, pour une assiette maximale de 6,6 millions d'hectares. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette pratique d'insertion et d'allongement des prairies temporaires? Donc, insérer une prairie temporaire quand on a un élevage, on comprend. C'est-à-dire qu'on veut dire qu'on remplace le maïs en silage, l'alimentation extérieure, etc., de céréales, par de l'herbe, de la fauche. Mais comment on les allonge? Quand on en a déjà, qui subviennent aux besoins de l'exploitation et du bétail, comment faire plus long? Alors, ce qu'on a fait, nous, c'est à partir des données d'assolement et de succession de cultures, on a introduit des prairies temporaires quand il y avait du maïs en silage, parce que s'il y a du maïs en silage, ça veut dire qu'il y a des animaux, et que donc on peut remplacer le maïs en silage par de la prairie. Bien qu'elle ait un pouvoir moins énergisant. Oui, alors il faut jouer sur les nombres d'années pour avoir à peu près la même disponibilité en fourrage. Et là où on a allongé les prairies temporaires, on les a allongées parce que une prairie temporaire, elle stocke d'autant plus qu'elle reste quand même plusieurs années, quoi. Donc idéalement au moins 3 ans et si possible 4 voire 5 ans. Et donc on a allongé la durée des prairies temporaires, là aussi, quand il y avait d'autres cultures fourragères, notamment du maïs en silage, dans la succession. Et là aussi, l'idée, c'est de remplacer le maïs en silage, qui lui est effectivement pas très intéressant du point de vue du stockage du carbone du sol, hein, parce qu'il y a très très peu de restitution une fois que l'ensileuse est passée. À part à la limite un sol en jachère pendant... Oui, bon, donc il y a peu de restitution. Et donc vraiment, on gagne beaucoup en stockage de carbone quand on remplace le maïs en silage par de la prairie temporaire. Et la prairie temporaire, là aussi, elle a d'autres avantages. Elle casse le cycle des pathogènes, des mauvaises herbes. Donc il y a d'autres intérêts au fait d'insérer. Pour éviter d'avoir toujours la même culture et que les pathogènes s'installent et que derrière on ne puisse plus rien se mettre de la même famille. Voilà. Alors, on va aussi remettre en perspective à l'échelle nationale ce que ça représenterait comme stock. Si on prend l'extension de culture intermédiaire, ça représenterait 2 millions de tonnes de carbone stockées par année. C'est le premier par rapport à la tonne de carbone sur tout le territoire français par rapport à son assiette maximale. C'est le premier, celui qui va stocker le plus. Si on regarde en deuxième, on obtient l'agroforesterie interparcellaire, qui est à 1 million et quelques. Le dernier, qui est le remplacement de la fauche par la pâture, mais ça on s'y attendait, vu le faible assiette maximum qu'elle a. C'est presque rien. C'est presque rien comparé aux autres. Mais si on écarte remplacement de fauche par la pâture, on observe quand même qu'avec tout ça, on aurait un stockage de carbone de 3 millions avec les deux premières, et les deux dernières, on peut arriver grosso modo à 4 millions, 4-5 millions de tonnes de carbone par an. Avec ça, on pense que ça devrait suffire à diminuer l'impact environnemental de nos exploitations agricoles. Alors ça va dans le bon sens. Cela dit, ça peut contribuer à l'atténuation du changement climatique, mais l'agriculture toute seule, elle ne va pas sauver le climat. Les gros postes d'émissions de CO2,
c'est l'utilisation des énergies fossiles, donc c'est les voitures, le chauffage, les avions, etc. Et donc la première chose à faire pour atteindre la neutralité carbone, hein, l'objectif que la France s'est fixé en 2050, c'est de réduire tous ces postes d'émission. Et puis, par ailleurs, on peut augmenter ce qu'on appelle les puits de carbone, donc le CO2 fixé dans les écosystèmes et fixé dans les sols. Bon, donc, stocker du carbone dans les sols, c'est un levier à ajouter aux autres qui peut contribuer au fait d'y arriver, parce que ce sera tellement difficile d'y arriver qu'il faut négliger aucun levier. Donc, il faut à la fois réduire les émissions, augmenter les puits. Et donc, ce qu'on peut faire en termes de stockage de carbone dans les sols agricoles, on arriverait à compenser de l'ordre de 6% des émissions françaises de gaz à effet de serre. Bon, parce qu'on est quand même un pays très émetteur. Donc, ce qu'on peut faire côté agriculture, voilà, c'est 5-6%. Alors, on peut se dire que c'est pas grand-chose, mais tout va compter. Donc, ce n'est pas négligeable non plus. C'est intéressant de voir que l'agriculture peut avoir un rôle positif en termes de contribution à la lutte contre l'effet de serre via ce stockage de carbone.